Parce que la campagne de Trump a canalisé une esthétique idéologique qui était bien plus inclusive. Cela peut sembler un peu étrange pour ceux qui comprennent qu'être de centre-gauche en Amérique, être démocrate, c'est être inclusif dans un sens de ressources humaines. Cependant, la campagne de Trump, comme vous pouvez le voir par les personnes qui ont voté pour lui, était une vaste coalition de personnes de différentes races et origines, etc. Était bien plus inclusive dans le sens où elle faisait appel à une esthétique idéologique plus universaliste que Kamala est brillante. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui je parle avec mon ami personnel et ancien collègue de l'université Waseda de Tokyo. J'ai avec moi Udit Dematagoda. Udit est un écrivain écossais et un universitaire qui étudie la littérature moderniste et la théorie critique. Il travaille maintenant à l'université de Stuttgart et a récemment publié un article intéressant sur l'esthétique idéologique, le politique comme inévitable et épiphénoménal. Dans cet article, lui et son co-auteur discutent de la politique, de l'art et inévitablement, bien sûr, du fascisme. Le lien entre l'idéologie et sa représentation dans l'art est ce que nous voulons discuter aujourd'hui. Alors Udit, bienvenue. Merci Pascal de m'avoir invité. C'est bon de te voir. C'est très agréable de vous voir aussi. Et vous savez, nous avons passé beaucoup de temps à Tokyo, à discuter et à échanger. Vous êtes l'une des personnes dont la vie compte toujours beaucoup pour moi. Je veux donc discuter de cet article particulier avec vous. Peut-être commençons-nous par une citation que vous avez mise au tout début. Vous citez Walter Benjamin, qui dit « Le résultat logique du fascisme est l'introduction de l'esthétique dans la vie politique. Tous les efforts pour rendre la politique esthétique culminent en une seule chose, la guerre. » Il me semble que tout votre essai tourne autour de cette seule citation, n'est-ce pas? Pourriez-vous peut-être développer un peu cela et quel genre d'aperçu Walter a-t-il généré ici? Je ne pense pas que ce soit exactement à propos de cela. Ce n'est qu'un aspect. C'est une théorie assez dense et complexe que nous proposons. Cependant, je pense que la citation que vous avez lue a beaucoup de pertinence par rapport à ce dont nous parlons, à savoir l'état contemporain dans lequel l'esthétique et l'idéologie sont devenues, dans une très large mesure, entremêlées au point, peut-être, qu'elles sont presque des termes interchangeables. Ainsi, l'idéologique et l'esthétique sont presque équivalents et presque interchangeables au sein des États contemporains. L'art, la littérature est plus pertinent peut-être pour vous au sein des médias d'information et des réseaux sociaux sur Internet, etc. Ces sphères très interconnectées sont devenues assez homogènes dans une certaine mesure. Nous développons cela, moi-même et notre historien, Christos Somatos. L'article n'était pas si récent. Il a été publié en 2023, ce qui est presque, oui, il y a un an maintenant. Nous développons les diverses expressions de cela dans l'art contemporain et la littérature et diverses autres choses. Mais pouvez-vous me donner un exemple où vous pensez que l'idéologie et l'esthétique sont maintenant presque identiques? Je pense que je l'ai vraiment remarqué lors de l'élection américaine qui vient de passer. Je suivais cela avec beaucoup d'intérêt parce que une fois que Biden s'est retiré de la course et qu'ils l'ont remplacé par Kamala, la manière dont cette campagne a été présentée était presque entièrement basée sur une esthétique, je suppose. Et je ne pourrais pas personnellement vous dire quelles étaient les caractéristiques politiques de cette plateforme particulière.
La campagne de Trump est déjà, dans une certaine mesure, très basée sur l'esthétique idéologique, n'est-ce pas? Donc c'était un peu acquis. Mais j'ai trouvé incroyablement intéressant qu'il n'y ait presque pas... Vous avez une sorte de duopole américain, n'est-ce pas? Dans ce système bipartite qui est un peu donné. Mais cette élection particulière, je pensais, était incroyablement intéressante parce que c'était presque comme si, évidemment, nous parlons d'un niveau sociétal inconscient où le contenu idéologique réel a été complètement écarté et remplacé par un contenu esthétique. Par exemple, Kamala comme marque, etc. Donc quand nous parlons de l'esthétique, nous parlons du genre de sensibilité qui existe également dans les sphères en ligne. Nous parlons de signaux sémiotiques, etc., qui sont utilisés à la place du contenu idéologique. D'accord, donc au lieu d'énumérer ou d'élargir des politiques spécifiques, et je ne dis pas qu'il n'y avait pas de politique spécifique, au lieu de mettre l'accent sur la politique, cela mettait en avant le genre d'esthétique, l'esthétique idéologique, qui est à la fois idéologique et esthétique. Et cette campagne particulière était significative pour moi dans le sens où c'était la première dans laquelle l'esthétique idéologique était, à mon avis, complètement au premier plan. Je veux dire, une critique souvent exprimée contre, disons, la campagne de Kamala Harris est l'accent mis sur la race et le genre, et ainsi de suite, sur des manières superficielles dont les candidats se présentent comme faisant partie de la communauté noire, comme faisant partie de la communauté des femmes, et donc, ils évitent une discussion sur le contenu réel des politiques. Mais ce que vous voyez est différent. Et n'est pas seulement se diriger stoic et sturstan façon de le taux. L'esthétique fonctionne. Donc l'imagerie qui en ressort, je suppose, à quoi vous faites référence. Pouvez-vous nous donner plus d'exemples de cela? Je veux dire, je n'ai pas eu le temps de regarder spécifiquement comment la théorie que je présente s'applique exactement à cette campagne. C'est juste quelque chose que j'ai remarqué récemment. Mais je dirais, à un niveau instinctif, que cela s'applique lorsque vous parlez de race et d'autres catégories identitaires. Ces choses sont souvent intégrées dans des catégories esthétiques et des marqueurs sémiotiques. Ceux-ci sont ensuite utilisés pour séduire les électeurs potentiels. Par exemple, le concept de Kamala en tant que marque, utilisant la pochette de l'album de Charli XCX pour son album Brat, est un très bon exemple. Parce que, en fait, vous ne seriez familier avec ce que c'est que si vous faites partie d'un type de démographie américaine, cosmopolite, très codée, queer, libérale et côtière, n'est-ce pas? Il est presque impossible pour vous d'être au courant de ce qui se passe, à moins de faire partie de cette démographie. Maintenant, en disant que Kamala est brat, et en utilisant la police et l'esthétique de la pochette de l'album, vous dites presque bien plus que vous ne le feriez jamais en disant que nous faisons appel à cet électeur spécifique. Vous devez voter pour nous, et c'est ce que vous devez faire. C'est presque comme un message subliminal dans une certaine mesure. C'est ce que je veux dire par l'esthétique idéologique. J'ai raté ça. En fait, je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas à quoi brat fait référence. Eh bien, peut-être devriez-vous ajouter des images ou quelque chose. C'est très intéressant. Donc, je veux dire, je ne sais pas vraiment, je suis pas un public cible ici, mais vous l'êtes très certainement, dans une certaine mesure. Mais c'était un album sorti cet été intitulé Brat par Charli XCX, qui est une chanteuse britannique, je pense. Elle a un énorme public parmi les jeunes femmes et les hommes gays, etc. Et puis, je suppose, une partie de la campagne de marketing avait une couverture très distincte de couleur vert citron avec une écriture pixelisée qui disait « Brat ».
Et puis il y a eu toute une campagne de marketing dans laquelle c'était, je ne sais pas, c'était Brat Summer ou quelque chose comme ça. Et elle s'est accrochée à ça. And she latched onto that. Kamala Harris s'est accrochée à cela. Non, non, non. Et puis c'était déjà une chose et c'est devenu une sorte de, vous savez, dans la mesure où c'était voulu par les publicistes et la société de relations publiques, c'est devenu un genre de succès sur les réseaux sociaux. Et puis quand Kamala a assumé la nomination, je pense que Charlie XX a tweeté Kamala et Brat. Et puis ils ont changé la couverture avec l'écriture et tout pour dire quelque chose comme Kamala HG ou quelque chose du genre. C'était comme si ça avait été absorbé en bloc. Cette campagne virale pour un musicien s'est transformée en campagne pour Kamala Harris. C'est très intéressant. Je veux dire, je me sens un peu stupide d'en parler dans une certaine mesure parce que je ne suis pas vraiment au courant des détails. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est ce qui s'est passé. Et je pense que c'était un aspect très spécifique et très intéressant de ce que je veux dire par l'esthétique idéologique. Et donc, pouvons-nous approfondir l'esthétique idéologique? En quoi l'esthétique idéologique est-elle différente des simples relations publiques? De la bonne vieille propagande qui consiste à associer une chose que vous voulez vendre à une autre chose déjà positivement connotée. En quoi l'esthétique idéologique est-elle différente? How's the ideological aesthetic different? Yeah, ideological. Okay, so I'm not speaking about something that generally speak. Je ne parle pas de quelque chose qui en général est vraiment exprimé à un niveau conscient. C'est une sorte de phénomène social muté, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose de nécessairement intentionnel. Pour vraiment comprendre ce que je veux dire sur un plan théorique, il pourrait être nécessaire d'examiner certains des antécédents philosophiques et théoriques. Je ne sais pas si votre public pourrait être... Donc, je suppose qu'il faudrait revenir à la théorie de l'idéologie présentée par le philosophe marxiste français Louis Althusser. Althusser disait que l'idéologie est une représentation de la relation imaginaire entre un individu et ses conditions réelles d'existence. Maintenant, cela semble, dans une certaine mesure, assez complexe, mais aussi assez réducteur. It seems to some extent quite complex, but also quite so reductive. However, when we look at the kind of terms which go towards... Cependant, lorsque nous examinons le type de termes qui contribuent à cette définition, nous avons la représentation, nous avons l'imaginaire, et ensuite nous avons le réel. Et puis nous pouvons voir très clairement que nous sommes dans le domaine de la psychanalyse lacanienne, le système psychanalytique présenté par Jacques Lacan. Donc, ce qu'Althusser disait, c'est que l'idéologie d'un individu est une sorte de relation inconsciente entre ses conditions réelles d'existence, presque son ça, le type d'existence imaginaire, mais le type de langage sémiotique imaginaire qui constitue l'inconscient et ce qu'ils perçoivent comme les conditions réelles d'existence. Maintenant, pour comprendre cela, je suppose que nous devons en quelque sorte comprendre dans une certaine mesure le modèle de l'inconscient de Lacan, qui était une sorte d'évolution du freudien. Donc nous avons le ça, le moi et le surmoi, à la place desquels l'a présenté l'imaginaire, le symbolique et le réel. Lacan presented the imaginary, the symbolic, and the real. So the imaginary is very much the sort of id, the realm. Ainsi, l'imaginaire est très largement le domaine des images indéterminées et primordiales. Nous avons le symbolique, qui est la tentative de donner une sorte de structure et d'ordre à ce chaos qui existe au sein du ça, et nous avons le réel, qui est l'actualité qui existe en dehors de l'inconscient individuel subjectif. Maintenant, l'idéologie est une sorte de relation médiatrice, dans laquelle il y a une relation imaginaire entre le moi de l'individu, son moi subjectif, et sa tentative de symboliser le réel, pour ainsi dire. Donc je suppose que ce qu'Althusser a présenté est assez intéressant parce qu'il a présenté l'art ou la sphère esthétique comme une sorte de catégorie idéologique par excellence, dans une certaine mesure. Ideological category par excellence to some extent. He said that what art makes us feel, Il a dit que ce que l'art nous fait ressentir,
ce que l'art nous fait voir et nous donne sous forme de vision ou de perception et en quelque sorte de sentiment, c'est l'idéologie dont il est en quelque sorte né, dont il existe en quelque sorte en tant qu'art. Donc l'art est aussi une sorte de catégorie idéologique pour Althusser. Alors en quoi cela est-il pertinent pour ce que nous disons? C'est essentiellement dans la sphère esthétique que l'on peut vraiment commencer à comprendre ce qu'est l'idéologie, ce qu'est le politique, dans un sens plus spécifique, je suppose. Et avec l'intervention de la technologie, la notion de ce qui est considéré comme artistique ou esthétique a été en quelque sorte absorbée dans un discours quotidien au sein des réseaux sociaux, etc., n'est-ce pas? Dans ce sens, on est déjà engagé dans une sorte de construction esthétique de soi-même, de son ego, de sa projection de soi vers le monde extérieur, d'une manière très esthétique. Nous sommes donc déjà conditionnés à apprécier et à appréhender le monde esthétiquement, pour ainsi dire. Et maintenant, notre théorie de l'esthétique idéologique est liée à cela, mais aussi à l'idée que nous existons dans un état d'hyperpolitisation, surtout en raison d'Internet, des médias d'information, etc. En raison de cette hyperpolitisation, il y a eu une sorte de dépolitisation paradoxale de la sphère qui est en réalité politiquement existante. Cela a conduit à la notion de dévalorisation à la fois de l'esthétique et de l'idéologique, puis à une sorte de fusion des deux dans une certaine mesure. Maintenant, c'est une explication très confuse, mais peut-être pourrions-nous la décomposer un peu. Oui, c'est très abstrait. Je veux dire, pouvons-nous ramener cela à des choses auxquelles nous pouvons facilement nous identifier? Je veux dire, parlez-vous de choses comme le fait que sur Twitter et sur tous ces sites de médias sociaux, y compris YouTube, nous sommes maintenant constamment bombardés et entourés de messages politiques et de pensées politiques, en nous engageant dans ce qui se passe dans la sphère politique. Et que cela est ensuite fusionné avec des représentations artistiques politiques, comme les dessins animés que nous voyons, ou ces images avant et après, comme disons de Gaza, Gaza avant, Gaza après le bombardement, et soudainement, vous avez en fait une esthétique qui en découle. Est-ce à cela que vous faites référence? Yes. I'm saying that when everything, Oui. Je dis que lorsque tout, y compris les vidéos d'atrocités, et vous savez, les photos, des petits déjeuners ou déjeuners des gens et tout le reste, existent dans une sorte de sphère esthétique, à cause d'Internet, à cause des réseaux sociaux, alors c'est une sorte de processus de dénaturation dans lequel tout cela devient idéologique à travers des processus très spécifiques, n'est-ce pas? Donc, ce que je voulais dire par ce processus d'hyperpolitisation menant à un état de dépolitisation, c'est que lorsque tout est politique, rien n'est politique. Et vous voulez dire politique, dans le sens, encore une fois, de la façon dont les gens prennent des photos de leur déjeuner, les publient, et donc ils deviennent une partie d'une discussion parmi un groupe de personnes. Et parce que tout le monde fait cela, tout ce dont tout le monde parle est soudainement dépolitisé d'une manière qui n'a plus d'importance. Oui. Je veux dire, le truc du déjeuner est... Ça peut ne pas sembler intéressant au premier abord, mais c'est en fait intéressant, n'est-ce pas? Donc, si nous parlons de ce que Jean Baudrillard appelait la revendication de la subjectivité, n'est-ce pas? Le genre de revendication libératrice de la subjectivité. C'est cette notion très intimement liée à la politique identitaire, dans le sens où l'individu est le lieu et le principal aspect de la société, n'est-ce pas? Donc on vous donne une sorte de concept libérateur de la subjectivité, une revendication de la subjectivité, qui vous permet de construire esthétiquement sa vie et son existence de manière si minutieuse et prétendument intéressante.
that subjectivity is the On propose que la subjectivité est le principal lieu d'une dynamique sociale. this Maintenant, cela a pour effet cumulatif de dépolitiser tout ce qui existe en dehors de la subjectivité, dans une certaine mesure, si vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? if you know what I mean, right? Donc ce mode d'existence est en grande partie encouragé consciemment et inconsciemment, consciencieusement, dans la mesure où nous avons des décisions d'ingénierie très intentionnelles qui inculquent une addiction aux réseaux sociaux, inculquent la projection de son ego ou l'utilisation d'un ego de substitution. Le profil sur les réseaux sociaux, cette existence virtuelle que l'on a, est une sorte de compensation pour l'existence réelle que l'on vit, n'est-ce pas? One has is a kind of compensation for the actual existence one lives, right? So what I kind of mean by this is this Ce que je veux dire par là, c'est que cela s'étend des photos de son déjeuner à la projection de ses opinions sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Je crois en cela. J'ai signé cette pétition, je poste ce carré noir, etc., n'est-ce pas? Maintenant, cette situation apparemment hyper politique a pour effet de dépolitiser les effets, l'efficacité de ces actes, n'est-ce pas? Le carré noir, à la suite de la manifestation BLM, en est un très bon exemple, en fait, je pense. Parce que si vous postez un carré noir, vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose, n'est-ce pas? Si vous repostez quelque chose, vous avez fait quelque chose, mais votre acte contribue à une dépolitisation nette et plutôt à une esthétisation du statu quo. C'est un bon exemple. Dans ce sens également, afficher des drapeaux ukrainiens, des drapeaux israéliens et des emojis dans les profils des gens fait partie de cette expression esthétique de la dépolitisation, dans votre sens. Yes, for sure, I think so. Oui, bien sûr, bien sûr, je le pense. Et puis cela est lié à un autre niveau de complexité. Nous vivons une sorte de crise de santé mentale, comme on l'appelle euphémiquement, n'est-ce pas? Et je pense que la définition de Jacques Lacan, dans une très large mesure, de la psychose ou de l'initiation de la structure psychotique, est l'incapacité à différencier entre l'actualité et la virtualité, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes constamment confronté à cette situation quotidienne dans laquelle vous devez combler, vous êtes incapable de combler la distance entre qui vous êtes réellement et ce que vous postez réellement. And what you actually post. So you have a virtual existence in which is kind of fairly Donc, vous avez une existence virtuelle qui est en quelque sorte assez idéalisée, dans laquelle vous existez comme une projection de votre ego idéalisé. Cependant, vous savez qui vous êtes vraiment dans une certaine mesure. Ainsi, l'écart entre ces deux états d'être, l'état virtuel et l'état réel, et votre conscience de la disparité entre les deux est ce qui conduit, selon Lacan, et je suis d'accord avec cela dans une très large mesure, à une sorte d'état d'être hystérique ou psychopathologique. Comme au sens de réellement nuisible pour l'individu, comme au sens d'une sorte de schizophrénie entre le monde en ligne et hors ligne. Je veux dire, on ne peut pas vraiment dire que cela mène à la schizophrénie, mais je dirais que presque tout le monde existe à un certain niveau de déséquilibre mental de base, n'est-ce pas? À cause des réseaux sociaux, à cause de l'addiction à la technologie, etc. Et je pense que le concept comme l'esthétique idéologique est assez intéressant pour comprendre les dynamiques de cela, je pense. Oui. For understanding the kind of dynamics of that, I think. Oui, et cela m'intéresse beaucoup, parce qu'il me semble que cela revient encore à cette question de la communication publique et de la manière de vendre quelque chose. Je veux dire, comment convaincre de grandes masses de personnes d'une idée politique ou d'une autre? Est-il juste de dire que l'esthétique est alors utilisée comme un moyen de vendre aussi une idéologie? Bien que si je vous comprends bien, vous considérez l'esthétique comme une idéologie. Mais la façon dont l'art commence alors à faire partie de ce processus politique quotidien,
que les acteurs politiques peuvent utiliser pour imposer des idées au grand public, cela en fait-il partie ou non? So, I mean, I guess that's part of the calculation. Donc je veux dire, je suppose que cela fait partie du calcul, en revenant au neveu de Sigmund Freud, Edward Bernays, qui a essentiellement inventé le domaine des relations publiques en utilisant les théories psychanalytiques de son oncle. Il a écrit un livre intitulé Propaganda, dans lequel il a énuméré, développé et expliqué les différentes manières de contrôler les mouvements de masse et les foules, etc. Control mass movements and crowds, etc. However, what I'm speaking is to some extent. Cependant, ce dont je parle est dans une certaine mesure un peu plus sophistiqué, seulement dans le sens où cela transcende en quelque sorte l'intention consciente et délibérée des gouvernements, des médias, des propagandistes, etc. Je dirais que c'est quelque chose qui est dans une large mesure inconscient. C'est même difficile à contrôler. Cela décrit plutôt un état de discours public dénaturé qui a peut-être résulté de cette ère de propagande, etc. Et des mécanismes mis en place à ces fins néfastes, je suppose. Mais ce dont je parle est plus un processus inconscient, je pense. Processus inconscient chez l'individu ou dans la société en général? Dans la société en général. Permettez-moi de prendre un exemple tiré de ma propre expérience avec cette chaîne. Quand je fais une vidéo, j'ai cette discussion que j'ai avec vous, puis je prends une photo de vous et je la mets dans un joli fond. J'ajoute des mots qui doivent représenter, en 5 à 6 mots, ce dont nous parlons ou le message que je veux faire passer sur une vignette. Je ne peux pas m'y opposer parce que la vignette est en fait une partie importante de l'ensemble de l'entreprise. Même si je choisis de ne pas faire de vignette, YouTube en fera une pour moi et créera une esthétique, que je sois d'accord ou non. C'est quelque chose qui est intégré dans le système, de la façon dont ce média interagit avec le spectateur. Cela fait-il partie de l'esthétique idéologique? Is that part of the ideological aesthetic? Yes, I guess, but I mean, those are also talking, right? Oui, je suppose. I mean, Mais je veux dire, ça parle aussi de, je veux dire, tout ce qui est idéologique, ce qui est dans une certaine mesure tout, n'est-ce pas? Et tout ce qui peut être considéré dans la sphère esthétique. Encore une fois, nous parlons de quelques centaines d'années d'histoire de l'art, de théories littéraires, etc., qui ont, dans une certaine mesure, rendu tout idéologique, permis dans ce qui est la sphère esthétique. Toutes ces choses relèvent techniquement du domaine de l'esthétique idéologique. Cependant, je ne suis pas vraiment intéressé par ce genre de niveau de conscience de base en matière de publicité, de relations publiques ou d'optimisation des moteurs de recherche, etc. D'accord. Ce ne sont qu'un petit aspect des phénomènes beaucoup plus vastes qui, comme je l'ai dit, ne sont pas vraiment le résultat de décisions conscientes. Cela pourrait l'être. Cela pourrait l'être. Cependant, c'est plus, je dirais, le résultat de phénomènes sociaux inconscients qui ont vu le jour en raison de la vaste interconnectivité du monde globalisé, je suppose, et principalement d'Internet. D'accord. Et que cela nous dit-il? Dans ce cas, s'il n'y a pas d'acteur qui le manie, mais que nous pouvons simplement l'observer comme des faits de la vie, alors la question est, une fois que nous observons ces faits de la vie, que nous disent-ils sur la société et sur le moment de l'histoire que nous vivons? Donc, je veux dire, peut-être que je l'ai un peu déformé dans une certaine mesure. Je suppose qu'il y a des gens qui tenteront de canaliser cela. D'accord. Ma proposition est que, si nous comprenons ce phénomène à un niveau plus sophistiqué, cela nous permettra d'obtenir des informations, évidemment, mais aussi d'en tirer avantage, je suppose, un peu de la même manière qu'Edward Bernays l'a fait.
much in the same way that Edward Bernays did. Then give me an example of the current. Donnez-moi un exemple de l'état actuel. What kind of advantage Quel genre d'avantages pouvons-nous tirer de cette analyse lorsque nous examinons maintenant les campagnes de Trump et Harris, et où cela nous laisse dans cet entre-deux? in this limbo? Okay, yeah, well, let's just take the example of the Trump-Harris campaign, right? Okay, so, I mean, Prenons simplement l'exemple de la campagne de Trump. Trump, dès le début, parce qu'il est un homme de spectacle, un homme de télévision, un showman de télé-réalité, etc. C'est sa principale caractéristique. Il a compris implicitement que l'esthétique est le message, n'est-ce pas? C'est pourquoi le chapeau Trump, le chapeau MAGA, est un coup de publicité incroyable en tant que sorte d'esthétique, avec ce slogan très simple et les associations qu'il crée. C'est une campagne de communication esthétique incroyable, et il était presque impossible pour les autres de contrer cela avec ce qu'il faisait. it was almost impossible for them to counteract that with what they did. Now, if they understood that Maintenant, s'ils comprenaient cela, la campagne de Trump a canalisé une esthétique idéologique bien plus inclusive. Cela peut sembler un peu étrange pour ceux qui comprennent qu'être de centre-gauche en Amérique, être démocrate, c'est être inclusif dans une sorte de sens des ressources humaines. Cependant, la campagne de Trump, comme vous pouvez le voir par les personnes qui ont voté pour lui, était une vaste coalition de personnes de différentes races et origines. Elle était bien plus inclusive dans le sens où elle faisait appel à une esthétique idéologique plus universaliste que la marque de Kamala. Ce qui est une décision très étrange, car c'est comme s'ils n'avaient pas vraiment tenté de séduire quiconque au-delà de leur base et d'une partie très spécifique de leur base également. Alors, je ne pense pas que l'une ou l'autre des campagnes ait vraiment compris l'esthétique idéologique à un niveau particulièrement sophistiqué. Cependant, comme je l'ai dit, nous sommes dans le domaine des processus sociétaux inconscients, dans le sens où ils ont implicitement reconnu que c'était la chose la plus importante. Parce que c'était une campagne qui s'est déroulée et perdue dans le domaine de l'esthétique idéologique plutôt que de la politique. Maintenant, c'est une affirmation assez audacieuse, je suppose. C'est une affirmation assez audacieuse parce que si vous examinez les aspects politiques substantiels réels, vous diriez que c'est évidemment une élection sur l'immigration, n'est-ce pas? No, but I like this insight. I mean, this Non, is mais j'aime cette perspective. saying that Trump Je veux dire, cela suggère que Trump avait en fait une esthétique idéologique plus inclusive, ce qui ajoute un autre niveau de compréhension à ce qui s'est passé. Parce que, si nous pensons aux grandes images que nous pourrions encore avoir en tête, l'une des plus importantes est certainement Trump, saignant de l'oreille avec le poing levé, sur fond de... with his fist in the air to the Yeah. backdrop of So a US incredibly flag. incredibly iconic image. You can Image incroyablement emblématique. as soon as I On ne saw pourrait that, pas vraiment en avoir une meilleure. Dès que j'ai vu ça, j'ai su qu'il allait gagner l'élection. C'est ce que beaucoup de gens ont dit. Ouais, ouais. Donc ce que je veux dire par inclusif, c'est que, d'accord, dans le sens où je n'ai pas de préférence d'une manière ou d'une autre, mais je pense que Trump, dans une certaine mesure, est un charlatan très honnête, n'est-ce pas? Dans le sens où il ne ment pas vraiment sur à quel point il est vénal et corrompu en tant que représentant de la plutocratie américaine. Peu importe, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin de recourir à des notions hypocrites de, vous savez, justice américaine, etc. Voilà. American justice, etc. Right? And I think that this is what he displeased the kind of establishment to. Et je pense que c'est ce qui a déplu à une grande partie de l'establishment, parce que je pense que beaucoup de gens ont besoin d'une sorte de noble mensonge, je suppose. Oui. Il y a une sorte de bonté inhérente à ce qui est, sur le papier, un discours très impérial et prédateur, dans une certaine mesure, n'est-ce pas? D'accord. Donc, à ce niveau, il était déjà universaliste parce que, je veux dire, c'est attrayant pour les Américains dans une certaine mesure, n'est-ce pas? Parce qu'ils préfèrent les gens qui sont un peu directs, n'est-ce pas? Je veux dire, Trump n'a jamais menti sur le fait d'être corrompu.
Non. Et Trump, il a peut-être menti sur beaucoup d'autres choses, mais il n'a jamais menti à ce sujet, n'est-ce pas? Et Trump n'a jamais essayé de vendre l'idée qu'il pouvait être n'importe qui. Ce n'était pas le message. Le message était que n'importe qui pouvait être moi si nous construisons le pays correctement. Et c'est le rêve américain, n'est-ce pas? Vous pouvez être aussi riche que moi. Vous pouvez être aussi célèbre que moi si nous faisons simplement les choses correctement en tant que pays. oui, et il a un attrait universel large pour cette raison, je suppose, non? Parce que, je veux dire, je pense que beaucoup de gens aspirent en quelque sorte à ces idéaux américains vénaux, n'est-ce pas? Du genre, se débrouiller seul et vraiment peu de considération, frôlant le mépris pour les autres. Et ce genre donc une idéologie très durement individualiste. Maintenant, c'est la base. Comment ça s'exprime, c'est à travers l'esthétique idéologique. C'est à travers la casquette Trump. C'est comme si n'importe qui pouvait porter la casquette Trump. N'importe qui peut porter la casquette MAGA. Vous savez. Et tout le monde peut aussi s'identifier à cette idée de nation. C'est pourquoi le drapeau américain à l'arrière-plan de l'image était si puissant. Car c'est bien sûr la représentation de tout le monde, n'est-ce pas? Exactement. Alors je veux dire Kamala Harris, tout d'abord, est en quelque sorte une non-entité indéfinissable. Et je ne pense pas qu'elle ait vraiment eu, pour commencer, une quelconque base de soutien. Et elle a hérité de la campagne de Biden, qui était entièrement construite autour de l'idée de ne pas être Donald Trump. Si vous êtes construit sur le fait de ne pas être quelque chose, et que l'autre est suffisamment bon pour se construire comme « je suis la nation » ou « nous sommes la nation », alors eh bien, qui a le bras le plus fort? Who's got the stronger arm? Oui. Donc je veux dire, ma proposition de base est, n'est-ce pas, et venant de quelqu'un qui a une perspective de gauche prétendument marxiste, l'idée est que si vous preniez le temps de comprendre comment ce concept inconscient, l'esthétique idéologique fonctionne dans la société contemporaine, alors vous avez de très bonnes chances d'en tirer parti d'une manière ou d'une autre. Eh bien, déchiffrer ce qui se passe, n'est-ce pas? Peut-être que c'est aussi le moment où je veux vous demander où cela nous laisse-t-il par rapport au fascisme. Vous savez, Donald Trump et la campagne Trump ont souvent été qualifiés de fascistes. Le fascisme lui-même, en tant que phénomène, est quelque chose qui, je pense, est loin d'avoir disparu, et il continue de hanter le discours politique. Où cette forme d'esthétique idéologique s'entrelace-t-elle avec le fascisme? Pourriez-vous expliquer cela? Je veux dire l'utilisation de cette citation, et dois-je la citer? Je vais la relire. Le résultat logique du fascisme est l'introduction de l'esthétique dans la vie politique. Tous les efforts pour rendre la politique esthétique culminent en une seule chose, la guerre. Donc cela vient, je pense, de l'épilogue de l'essai le plus célèbre de Walter Benjamin, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Ce qui est intéressant pour moi, que j'énumère dans l'essai, auquel vous pourriez peut-être donner un lien, c'est que Walter Benjamin est quelqu'un qui est associé à la section marxiste de gauche de l'école de Francfort. Il est mort dans des circonstances très tragiques vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, ce qui est moins connu, c'est que Walter Benjamin a été très fortement inspiré et influencé par son contemporain plus âgé, Carl Schmitt, qui était le juriste nazi et théoricien du droit responsable de nombreuses théories politiques intéressantes, sophistiquées et perturbantes.
Par exemple, la notion de politique comme étant composée d'une distinction ami-ennemi. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que Benjamin a été, dans une large mesure, inspiré dans ses propres théories par le travail de Carl Schmitt sur, par exemple, le romantisme politique. Schmitt a proposé quelque chose de très similaire à cette notion de l'esthétique idéologique, dans le sens où, depuis les Lumières, Schmitt a vu que la romantisation du discours politique et l'esthétisation était ce qui a conduit à de nombreux conflits qui ont eu lieu au XIXe siècle jusqu'au XXe siècle, etc. Cette notion, qui est en quelque sorte de gauche libérale, cette idée d'émancipation, de civilisation, etc., dérivée d'une compréhension esthétique très littéraire, une compréhension romantique, qui remonte aux poètes romantiques en Allemagne, au Royaume-Uni, etc., qui avaient à la fois un projet esthétique et un projet politique. Dans le cas de Shelley et Byron, par exemple, au sein de la tradition britannique et de divers autres au sein de la tradition allemande, il n'était pas très inhabituel pour eux d'avoir à la fois une vision esthétique romantique, intimement liée à une vision politique romantique. Maintenant, ce que je disais, c'est que l'idée de Benjamin, selon laquelle l'introduction de l'esthétique dans la vie politique mène inévitablement au fascisme, est quelque chose que j'ai tendance à remettre en question. Je pense que dans une large mesure, c'est en quelque sorte vrai. Lorsqu'on commence à esthétiser sa propre vie, à la romantiser dans une certaine mesure, cela conduit aux courants mythiques qui soutiennent une sorte de vision du monde fasciste. J'examine cela assez largement dans mon livre qui est actuellement en cours d'examen sur les écrivains fascistes modernistes. Par exemple, des écrivains comme Wyndham Lewis, Pierre Drieux-La Rochelle, Henri de Monterland, Filippo Tommaso Marinetti, Julius Evola. Tous ces types d'artistes ont été à un moment donné associés à l'avant-garde artistique. Tous ont combattu pendant la Première Guerre mondiale et ont été très traumatisés par cette première guerre technologique et l'ère du progrès technologique accéléré qui existait à la fin de siècle et qui a finalement dérivé vers l'idéologie fasciste en raison de l'influence de l'esthétisation de la vie réelle, comme une sorte d'antidote à l'aliénation inculquée par leur propre époque de progrès technologique, d'hyperpolitisation, etc. Donc, ce que je commence à remettre en question, et la raison pour laquelle j'ai inclus cette citation de Benjamin, c'est que je pense que Benjamin, dans une certaine mesure, savait ce qu'il faisait. Son invective était dirigée contre le genre émergent d'écrivains fascistes, comme il considérait par exemple qu'Ernst Jünger faisait partie de ce type de mouvement esthétique radical de droite émergent. Cependant, ces idées étaient également influencées par des penseurs de droite, tels que Carl Schmitt. Et cette idée que l'esthétique idéologique est uniquement une catégorie fasciste n'est utile qu'aux fascistes. Je ne pense pas qu'elle soit réellement vraie. Je pense que c'est en fait quelque chose de plus universel. Et si nous avons une compréhension plus universelle de cela, alors je pense que ceux d'entre nous qui ne sont pas à droite peuvent avoir une sorte d'aperçu utile, non seulement du présent politique, mais peut-être aussi de l'avenir politique. Donc, si nous prenons votre notion ou votre compréhension de l'esthétique idéologique et l'appliquons, quelles sont les choses que vous diriez aux gens de surveiller? Où voit-il l'esthétique idéologique à l'œuvre, comme ce processus inconscient de la société? Et pourquoi cela devrait-il les inquiéter? Donc ce que je dirais généralement, je pense qu'il est presque impossible de l'éviter. Si la seule façon de l'éviter est de ne pas du tout s'engager avec Internet et les réseaux sociaux, ce qui est presque impossible, n'est-ce pas?
Donc je dirais qu'il vous faut vraiment un certain temps, loin des réseaux sociaux, un temps significatif, ou réduire vos habitudes au point que vous obteniez peut-être un téléphone basique ou quelque chose au lieu d'avoir un smartphone pendant quelques mois, juste pour vous déconditionner de ce bombardement incessant de l'esthétique idéologique dans vos synapses, dans votre cerveau. Et puis quand vous y revenez, vous avez une compréhension plus sophistiquée de cela, et vous avez aussi rompu l'habitude de faire défiler constamment votre téléphone, etc. Et ensuite, vous commencez à voir les nuances de l'esthétique idéologique telle qu'elle existe, sous différentes formes. Et puis vous commencez à comprendre les effets globaux qu'elle a sur la vie contemporaine. Et si vous pouviez proposer une prescription politique pour garantir que l'esthétique idéologique ne nous entraîne pas dans des endroits sombres concernant le développement politique des relations internationales, comment elle nous pousse à la guerre? C'est ce dont Benjamin nous a mis en garde. Qu'un excès de cela entraînera la guerre parce que cela se produit de tous côtés. Quelle serait la prescription politique pour empêcher cela de se produire? Un antidote. Je veux dire, comme je l'ai dit, si vous êtes capable de le comprendre sur un plan substantiel, de le manier, un peu comme Edward Bernays, alors vous pourriez l'utiliser à toutes les fins que vous souhaiteriez ou désireriez, je suppose, n'est-ce pas? Donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas d'accord avec Benjamin, dans le sens où je ne pense pas que l'introduction de l'esthétique dans la vie quotidienne mène inévitablement à la guerre. Parce que, je veux dire, il est discutable de savoir si cela a vraiment été le cas depuis très longtemps. Je suppose que nous vivons dans un état de guerre constant depuis très longtemps. Je ne pense pas que ce soit inévitable. Je ne pense pas que ce soit inévitable du tout. Je veux dire, je suppose qu'idéalement, l'idéologique et l'esthétique seraient deux sphères séparées dans lesquelles on pourrait s'engager séparément. Cependant, je ne vois pas vraiment ça comme possible dans le paradigme technologique actuel, je suppose. Donc, je ne sais pas. Comment éviter? Oui, je ne sais pas. Je pense qu'une compréhension plus profonde des mécanismes nous permet de comprendre comment des choses comme la guerre peuvent être évitées. C'est une chose très utile à considérer, où nous rencontrons cette esthétique, qui pourrait aussi nous pousser inconsciemment dans une direction ou une autre, et comment toute la sphère sociale est faite de telles images. Évidemment, vous étudiez cela, et si les gens veulent vous suivre et trouver vos écrits, devraient-ils aller sur votre Substack? Devraient-ils aller sur Academia? Où devraient-ils vous trouver? Bien sûr, oui. Vous pouvez vous abonner à mon Substack qui est gratuit. Peut-être pourriez-vous mettre un lien dans la description. Oui. Et si cela vous intéresse, j'écris sur l'esthétique idéologique en relation avec les phénomènes culturels d'Internet que je trouve assez intéressants, etc. Mais j'écris aussi sur la littérature. De manière plus générale, c'est mon domaine principal, ma passion principale, je suppose. J'ai aussi une chaîne YouTube qui est dédiée à des considérations très lentes et aléatoires, un peu au hasard, sur la littérature et à la mélanger avec la psychogéographie scénique, etc. J'ai quelques vidéos sur l'écrivain polono-anglais Joseph Conrad, combiné avec moi me promenant dans la région du Bodensee et Zurich, etc. Alors s'il vous plaît, suivez ma chaîne YouTube et abonnez-vous à mon Substack. Please follow my YouTube channel and subscribe to my Substack. Judith, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Suivez-le tous sur Substack et YouTube et nous reparlerons des esthétiques idéologiques une fois que nous aurons plus d'informations à ce sujet ou lorsque l'occasion se présentera. Judith, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Judith, thank you very much for your time today. Merci, merci. Thanks.